Des milliers de personnes ont envahi les rues de Minneapolis dimanche, furieuses suite à la fusillade qui a coûté la vie à un habitant de la ville la veille. « Fermez tout !» ont-ils crié haut et fort, tandis que d'autres brandissaient des pancartes réclamant justice pour Alex Pray, un homme de 37 ans tué par un agent de la patrouille frontalière samedi matin. De leur côté, les autorités du département de la sécurité intérieure ont expliqué que Pray avait été abattu après s'être approché des agents avec une arme à feu. Toutefois, les responsables n'ont pas précisé si Pray avait sorti l'arme ou s'il l'avait gardée dissimulée. Dans un communiqué, l'agence a mentionné que les agents avaient tiré en légitime défense après que Pray ait opposé une résistance violente lors de la tentative de désarmement. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a exprimé sa consternation face à cette caractérisation. « J'ai vu les vidéos de plusieurs angles et c'est écœurant », a-t-il déclaré. La société de presse a examiné plusieurs vidéos de témoins qui montrent un agent de la patrouille frontalière tirant et tuant Pray après une bagarre d'environ 30 secondes. Les vidéos semblent contredire les déclarations de l'administration Trump. Dans les vidéos, Pray est vu avec seulement un téléphone dans la main. Pendant la bagarre, un coup de feu est entendu et un agent semble retirer une arme de poing de la zone de la taille de Pray et commence à s'éloigner. À ce moment-là, un premier coup de feu est tiré par un agent de la patrouille frontalière. Il y a une légère pause. Puis, le même agent tire plusieurs fois de plus dans le dos de Pray. Par la suite, les autorités ont déclaré que Pray avait une arme de poing semi-automatique de 9 mm. Il était licencié pour porter une arme dissimulée. C'était la deuxième fusillade mortelle à Minneapolis par les autorités fédérales de l'immigration ce mois-ci. La première, le 7 janvier, impliquait Renee Good. Elle a également été capturée sur vidéo. Une vidéo capture une confrontation entre des agents fédéraux et un homme de 37 ans dans les moments précédant une fusillade mortelle à Minneapolis. La fusillade est survenue au milieu de manifestations quotidiennes généralisées dans les villes jumelles depuis la fusillade du 7 janvier de Renee Good, 37 ans. La porte-parole de la sécurité intérieure, Tricia McLaughlin, a déclaré à la société de presse dans un message texte que la personne avait une arme à feu avec 2 chargeurs. La fusillade est survenue au milieu de manifestations quotidiennes généralisées dans les villes jumelles depuis la fusillade du 7 janvier de Renee Good, 37 ans. L'agent qui a mortellement abattu un homme de Minneapolis lors d'une manifestation est un vétéran de 8 ans de la patrouille frontalière, ont déclaré des responsables fédéraux. Les vidéos de témoins qui ont émergé peu après montrent Pray avec un téléphone dans la main, mais aucune ne semble le montrer avec une arme visible. Cette contradiction entre les déclarations officielles et les preuves vidéo est au cœur de la controverse entourant la fusillade. Le département de la sécurité intérieure a affirmé que Pray avait approché les agents avec une arme à feu et avait résisté violemment. Cependant, les vidéos examinées par la société de presse racontent une histoire différente. Dans les séquences vidéo, Pray est clairement visible tenant un téléphone, pas une arme. La bagarre de 30 secondes qui s'ensuit montre une interaction physique entre Pray et les agents. Mais c'est seulement pendant cette bagarre qu'un coup de feu est entendu et qu'un agent semble retirer une arme de poing de la zone de la taille de Pray. Le moment critique survient ensuite. Alors que l'agent s'éloigne avec l'arme apparemment retirée de la taille de Pray, un premier coup de feu est tiré. Après une légère pause, plusieurs coups supplémentaires sont tirés dans le dos de Pray alors qu'il ne représente apparemment plus de menace, l'arme ayant déjà été retirée de sa possession. Cette séquence soulève des questions importantes sur la caractérisation de la fusillade comme des tirs défensifs en réponse à une résistance violente. Si les vidéos des membres de la famille disent que l'homme tué par un agent de la patrouille frontalière américaine à Minneapolis samedi était un infirmier de soins intensifs dans un hôpital du département des anciens combattants qui se souciait profondément des gens et était contrarié par la répression de l'immigration du président Donald Trump dans sa ville. Alex Jeffrey Pray, 37 ans, était un amoureux passionné du plein air qui aimait partir à l'aventure avec Joe, son chien léopard Katawa bien-aimé, qui est également décédé récemment. Il avait participé aux manifestations suite au meurtre de Renee Good par un agent d'immigration et des douanes américaines le 7 janvier. Il se souciait profondément des gens. Et il était très contrarié par ce qui se passait à Minneapolis et à travers les États-Unis avec ICE, comme des millions d'autres personnes sont contrariées, a déclaré Michael Pray, le père d'Alex. Il pensait que c'était terrible, vous savez, kidnapper des enfants juste pour attraper des gens dans la rue. Il se souciait de ces gens et il savait que c'était mal. Alors, il a participé aux manifestations. Pray était un citoyen américain né dans l'Illinois.
Comme Good, les dossiers du tribunal ont montré qu'il n'avait aucun casier criminel et sa famille a déclaré qu'il n'avait jamais eu d'interaction avec les forces de l'ordre au-delà d'une poignée de contraventions pour excès de vitesse. Lors d'une conversation récente avec ses parents, qui vivent au Colorado, ils lui ont dit d'être prudent lors des manifestations. Le profil de Prey qui émerge des comptes de sa famille et de ses dossiers publics est celui d'un citoyen ordinaire et respectueux de la loi, qui a été poussé à l'action parce qu'il percevait comme des injustices dans les politiques d'immigration. En tant qu'infirmier de soins intensifs travaillant avec des vétérans, Prey avait consacré sa carrière professionnelle à prendre soin des personnes vulnérables. Sa famille souligne que cette compassion s'étendait à sa vie personnelle et à ses convictions politiques. Il n'était pas un activiste de carrière ou quelqu'un avec un historique de confrontation avec les autorités. Il était un professionnel de la santé concerné, qui a vu ce qu'il considérait comme un traitement inhumain des immigrants et a décidé d'exercer son droit constitutionnel à la manifestation pacifique. L'absence de tout casier criminel et les interactions minimales avec les forces de l'ordre contrastent fortement avec toute suggestion qu'il représentait une menace violente pour les agents fédéraux. Ses parents avaient exprimé des préoccupations concernant sa participation aux manifestations, l'avertissant d'être prudent. Mais ils n'avaient apparemment jamais imaginé que leur fils pourrait être tué par les mêmes autorités fédérales qu'ils critiquaient. Le département de la Sécurité intérieure a déclaré que l'homme avait été abattu après avoir approché les agents de la patrouille frontalière avec une arme de poing semi-automatique de 9 mm. Les responsables n'ont pas précisé si Prey avait brandi l'arme. Dans les vidéos de témoins de la fusillade qui ont émergé peu après, Prey est vu avec un téléphone dans la main, mais aucune ne semble le montrer avec une arme visible. Les membres de la famille ont déclaré que Prey possédait une arme de poing et avait un permis pour porter une arme de poing dissimulée au Minnesota. Ils ont dit qu'ils ne l'avaient jamais connu pour la porter. Cette déclaration de la famille soulève des questions importantes sur les circonstances de la fusillade. Le Minnesota est un État qui autorise le port d'armes dissimulées avec un permis approprié. Prey avait obtenu légalement ce permis, ce qui signifie qu'il avait subi une vérification des antécédents et remplissait toutes les exigences légales pour porter une arme dissimulée. Le simple fait de posséder une arme à feu, même lors d'une manifestation, n'est pas illégal dans le Minnesota pour quelqu'un avec un permis valide. Cependant, la famille affirme qu'il n'avait jamais connu Prey pour porter son arme. Cette affirmation suggère qu'il n'était pas habitué à porter une arme et soulève des questions sur pourquoi il l'aurait portée ce jour-là, s'il l'a effectivement fait. Les vidéos ne montrent aucune arme visible avant la bagarre, seulement un téléphone dans sa main. La séquence des événements, telle que capturée sur vidéo, suggère que si Prey portait une arme, elle était effectivement dissimulée et n'a été découverte par les agents que pendant la bagarre physique. L'arme semble avoir été retirée de sa taille par un agent pendant la bagarre, pas brandi ou pointé vers les agents par Prey lui-même. Cette distinction est cruciale pour évaluer si la force létale était justifiée. Si Prey n'a jamais atteint son arme, ne l'a jamais brandi et ne l'a jamais pointé vers les agents, la question se pose de savoir si le simple fait de porter légalement une arme dissimulée justifie d'être abattu, particulièrement après que l'arme ait déjà été retirée de sa possession par les agents. Le gouverneur de Minneapolis, Tim Walz, un démocrate, a déclaré dans une publication sur les réseaux sociaux qu'il avait été en contact avec la Maison-Blanche après la fusillade. Il a appelé le président Donald Trump à mettre fin à la répression dans son État. Les détails entourant la fusillade n'étaient pas immédiatement clairs. L'appel public de Walz au président Trump pour mettre fin à la répression de l'immigration dans le Minnesota représente une escalade significative dans les tensions entre les autorités de l'État et fédérales. En tant que gouverneur, Walz a l'autorité sur les forces de l'ordre de l'État, mais a une capacité limitée à contrôler les opérations des agents fédéraux opérant dans son État. Sa déclaration qu'il a vu les vidéos de plusieurs angles et les trouve écœurantes représente un rejet direct du récit fédéral des événements. Les gouverneurs font rarement des déclarations aussi franches critiquant les actions des agents fédéraux, particulièrement lorsque ces agents affirment avoir agi en légitime défense. Le contexte de cette fusillade est important. C'était la deuxième fusillade mortelle à Minneapolis par des autorités fédérales de l'immigration en moins d'1 mois. La première, impliquant René Good, en janvier, avait déjà déclenché des manifestations quotidiennes dans les villes jumelles. La deuxième fusillade n'a fait qu'intensifier ces manifestations et approfondir la division entre les résidents qui s'opposent aux tactiques agressives de l'application de l'immigration et l'administration fédérale qui insiste sur le fait que ces agents agissent de manière appropriée. Les milliers de manifestants qui ont défilé dimanche représentent une communauté qui ne croit plus au récit officiel des événements.
Ils ont vu les vidéos qui contredisent les déclarations gouvernementales. Ils connaissent les profils d'Alex Spray et René Good, des citoyens ordinaires sans casier criminel qui ont été tués lors de rencontres avec des agents fédéraux. La demande de fermer tout reflète une frustration qui va au-delà de ces fusillades individuelles pour englober des préoccupations plus larges concernant les politiques d'immigration et les tactiques d'application. Les manifestants voient ces morts comme des symptômes d'une approche plus large qui, selon eux, traite les immigrants et ceux qui les soutiennent comme des ennemis, plutôt que comme des êtres humains méritant dignité et respect. Dis-nous en commentaire si, selon toi, les vidéos changent complètement la lecture officielle des faits et ce que cela signifie pour la suite des manifestations. Si cette analyse t'aide à mieux comprendre les enjeux réels derrière cette affaire, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Les prochains développements pourraient